Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 16 octobre pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi y participer ou réagir, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23 qui s'affiche à l'instant en bas de votre écran. Je vous propose pour commencer de jeter un rapide coup d'œil à la météo qui vous attend en ce jeudi 16 octobre. Un ciel plutôt dégagé, vous le voyez, très peu de nuages à prévoir ce matin. Du côté du Mercure, il fera déjà 8 degrés normalement dans l'est du département et jusqu'à 9 degrés dans les terres. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la carte de cet après-midi, vous le voyez, le soleil brille toujours en Vendée cet après-midi avec un mercure qui grimpe petit à petit pour atteindre 18 degrés dans l'est de la Vendée et jusqu'à 20 degrés dans le littoral. Et justement, retournons sur ce littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Des marées en premier lieu à Beauvoir-sur-Mer avec une basse mer ce matin à 7h40. Vous l'avez donc compris, petit à petit, l'océan se rapproche du littoral vendéen pour une prochaine pleine mer prévue à 14h44. Prochaine pleine mer également du côté de la Tranche-sur-Mer dans le sud. Vendée aux alentours de 14h51. Votre prochaine basse mer est-elle prévue peu après 20h en fin de soirée, des coefficients de 45 et de 50. Jetons également un coup d'œil au chantier du jour, des chantiers qui ont lieu, des travaux sur nos routes vendéennes. En ce jeudi, direction Esnay et la D948. Si vous prenez la route en direction d'Esnay, attention à cette création de voies pour éviter le rond-point de la Forêt à l'entrée d'Esnay, qui peut donc créer quelques ralentissements, des travaux qui devraient être terminés le 31 octobre prochain. Et puis également en direction Talmont-Saint-Hilaire et la D21, direction Grosbreuil, toujours fermée, une déviation est donc en place. Fin des travaux prévus le 7 novembre prochain. Et en ce jeudi 16 octobre, le soleil se lève à 8h25, il se couchera à 19h16. Nous perdons de nouveau des minutes d'ensoleillement, 3 très précisément aujourd'hui. Nous fêtons également les Edwiges. Alors bonne fête à toutes les Edwiges de votre entourage. Allez, c'est l'heure de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et prenons tout d'abord le chemin du pays des herbiers et de l'EHPAD des Chênes. Ce dernier va accueillir très prochainement une unité de soins palliatifs, une première en France qui va se concrétiser début 2026 et qui a reçu l'aval de l'Agence régionale de santé pour une expérimentation sur 3 ans. L'objectif à terme, déployer ce dispositif à l'échelle nationale en inspirant d'autres villes et d'autres EHPAD. Alors l'unité, elle va être composée à la fois de 8 places permanentes et de 2 places temporaires. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse y accueillir des personnes voilà, vraiment très temporairement voilà, pour avoir un temps de répit pour les aidants, mais aussi de pouvoir plus durablement accompagner les personnes voilà, qui sont vraiment en fin de vie. Et donc c'est important pour les familles de pouvoir voir ces personnes, voir les membres de leur famille jusqu'au bout, à proximité immédiate. Eh bien, l'unité de soins palliatifs, ça permet de continuer à avoir ce lien et c'est évidemment très important pour les personnes qui sont en fin de vie. Le fait que ce soit une petite unité avec une petite équipe, ça permet aussi le fait d'être à l'écoute et qu'on ait plus de temps auprès des habitants, mais surtout auprès des familles, parce que le rôle de la famille est très important dans ces moments-là de la vie de l'habitant. Puis on sera toujours en collaboration avec l'HAD de Cholet, qui permet quand même de diminuer au niveau douleur physique et morale. Donc, du coup, faire une meilleure prise en charge. Et au pays des herbiers, plus de 70 demandes d'admission en soins palliatifs sont reçues chaque année sans que toutes ne puissent être honorées. La création de cette unité répondant ainsi à un réel besoin local. Donc j'ai accompagné ma mère en 2022 dans un EHPAD et c'est avec cet accompagnement justement jour et nuit pendant 3 jours que j'ai vu quand même qu'on pouvait mieux faire. Même si on m'a ouvert les portes, évidemment, jour et nuit. Donc j'étais
on était bien reçus, mais parce qu'on a eu la chance de pouvoir se relayer au sein de notre famille. Mais j'ai bien constaté quand même peut-être un manque de personnel, un manque de disponibilité du personnel. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais dans un EHPAD où il y a d'autres résidents, eh bien du coup, il n'y a pas du personnel pour la fin de vie. Donc, on se trouve parfois un peu seul quand même. Ça dépend des jours. Moi, il y a des jours où il y a eu quand même beaucoup de petites attentions très sympathiques avec des thermos de café, des fruits, des petits gâteaux. Et le lendemain, j'ai vu personne. Alors peut-être que le lendemain, il y avait justement un manque de personnel. Ça, c'est possible. Alors savoir que nos proches peuvent mourir dans un lieu adapté, c'est juste réconfortant quand même pour nous. Ah ben j'ai dit enfin, ouf, c'est bien. J'ai dit c'est bien pour nos proches. C'est juste qu'on n'aura pas peur de les accompagner. On n'aura plus peur de les accompagner puisqu'on sera dans un milieu bienveillant, très disponible pour le coup. Les vieux méritent mieux. C'est le slogan du mouvement national pour soutenir l'accompagnement des personnes âgées qui appelle aujourd'hui à la mobilisation partout en France. Hier, à Pouzauges, professionnels de santé, bénévoles, familles et résidents de l'EHPAD des Collines se sont rassemblés pour manifester. Au cœur des revendications, le souhait de voir augmenter les moyens alloués à l'accompagnement des personnes âgées. C'est vrai que dans les EHPAD, plus ça va, plus on a des personnes âgées, plus ça va, plus les personnes rendent dépendantes, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de personnel. Et puis que dans les années à venir, quand on sait que les personnes âgées, il va y avoir le papy-boom, et que là, actuellement, en l'espace de 10 ans, les personnes de 75 à 84 ans ont augmenté quand même de 48%, parce que les gens n'ont pas des grosses pensions dans nos campagnes. Et voilà, il faut absolument qu'il y ait des aides qui soient apportées de l'État pour qu'on puisse continuer à faire fonctionner nos établissements de manière raisonnable et honorable. Depuis la rentrée 2025, le collège Stéphane Piobetta d'Aubigny-les-Clouseaux accueille une unité d'enseignement externalisée pour enfants polyhandicapés. Un groupe de 5 élèves accompagnés par 4 personnes, dont une enseignante et une éducatrice spécialisée. 4 de ces enfants étaient au sein de l'UEEP de l'école Odette Roux, ouverte en 2021 dans la même commune. À l'approche de la fin de leur période à l'école primaire, la question de leur permettre de poursuivre leur cursus au collège s'est alors posée, donnant ainsi naissance à ce nouveau projet scolaire géré par l'IME des Terres Noires à La Roche-sur-Yon. Reportage signé Simon Philippot. Comment on se sent aujourd'hui si on est comme ça, si on a le sourire regardant. Septembre 2021, 4 enfants polyhandicapés faisaient leur rentrée à l'école Odette Roux grâce à la création d'une unité d'enseignement externalisée. Octobre 2025, les voici désormais au collège Stéphane Piobetta, dans la même commune. Grâce au travail mené par l'ADPI ARIA, l'unité d'enseignement a pu s'installer à la rentrée dans l'établissement. Un vrai soulagement pour leurs familles et toute l'équipe qui les accompagne. Ce projet, on l'attendait depuis plusieurs années parce qu'on se disait toujours qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Donc c'était un choix super d'être ici au collège Piobetta puisque c'était dans la même commune. Donc les enfants nous connaissaient déjà pour certains. Un 5e élève a rejoint la classe lors de la dernière rentrée. Il dispose d'une salle à eux ainsi que d'un espace aménagé pour les soins. Et il partage les temps de récréation et de repas avec les autres collégiens. Il y a vraiment une ouverture de la part de tout le monde, un accueil, je dirais, global qui a été extraordinaire. Je pense que je vais parler au nom de mes collègues, tout le monde s'est senti accepté de la part de tout le monde, des enfants, des adolescents, du personnel de restauration, des surveillants et du personnel pédagogique. Cette unité d'enseignement externalisée dépend de l'IME de La Roche-sur-Yon. Ce fut un travail de plusieurs mois pour la mettre en place, mené notamment par sa directrice. Je pense que la fierté, elle est d'abord pour les professionnels. C'est une fierté de pouvoir travailler dans un dispositif tel que celui-ci. C'est une fierté pour les familles aussi de pouvoir ouvrir la porte du collège pour leurs enfants. C'est une fierté pour les enfants eux-mêmes que de venir en collège. Donc en effet, c'est un projet qui rend tout le monde heureux. L'Agence régionale de santé, les services de l'éducation nationale et le conseil départemental ont apporté leur soutien au projet. Désormais, Ambre, Lia, Louis, Timéo et Charlotte vont pouvoir poursuivre leur scolarité durant les 4 prochaines années.
En ce mois de sensibilisation accrue au dépistage du cancer du sein, chacun et chacune se mobilise pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'accompagnement des patientes touchées par le cancer. C'est le cas par exemple de Sophie et Isabelle, deux entrepreneuses qui apportent leur soutien à leur façon. L'une fabrique des bonnets et des turbans pour les femmes atteintes du cancer, l'autre est esthéticienne et propose une gamme de produits éthiques et responsables pour aider les femmes malades. Le but, c'est vraiment de leur montrer qu'on a le droit, bien sûr, de prendre soin de soi, d'être dans un endroit complètement neutre, absent de médecine, absent de toute chose qui peut faire penser qu'on est malade, et de vraiment souffler. Là où c'est important de prendre soin de sa peau quand on est en traitement, soit chimiothérapie ou rayon, c'est que la peau va devenir sèche. Elle peut aussi, par sécheresse, gratter, etc. On va perdre aussi de l'éclat. Donc déjà, le moral en prend un coup déjà à l'annonce du pronostic. Donc après, je vous passe les détails. Et ça permet aussi de garder une bonne mine. Et je trouve que c'est important pour le moral d'être bien dans sa peau. C'est un concours Made in Vendée. Le championnat du plus gros mangeur de grillés de mojettes fait son grand retour le 20 novembre prochain au Sables d'Olonne. Du pain, du beurre et des mojettes, formant ainsi une tartine de 50 cm. Voici ce que les 25 concurrents de la 4e édition devront engloutir le plus vite possible. Louise Ménoury est allée à la rencontre de deux des prochains prétendants à la victoire, dont l'entraînement, vous allez le voir, ne rigole pas. 5 minutes top chrono pour manger une grillée de mojettes, c'est le défi que s'est lancé François. Et pour ce producteur, la mojette est une affaire de famille. Bon, voilà la production de mojettes 2025 de cet été. Voilà, donc une trentaine d'hectares. C'est une exploitation familiale issue déjà de mon grand-père et peut-être même avant, arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi-même maintenant depuis 20 ans, voilà, que j'exploite sur cette ferme. Depuis tout petit, moi je mange de la mojette. Ma grand-mère me préparait pendant que ma mère était rendue au travail. Elle me préparait tous les jours ma casserole de mojette qui m'attendait le soir en rentrant de l'école et bien sûr le matin quand je démarrais, il fallait ma grillée de mojettes. Alors pour cet habitué, l'entraînement est déjà bien calibré. Alors j'en mange tous les jours, donc bon, on va essayer d'agrandir un petit à petit et on va voir ce que ça donne. Si je me sens mal, j'arrête bien sûr, c'est pas le but d'être malade. Hein. Erwan, lui, n'en est pas à son coup d'essai. Pour sa 3e participation, il compte bien décrocher la première place. Et pour cela, il a ses petites techniques. Moi, je fonctionne en fait en essayant d'avaler des grosses bouchées, en fait, grosse bouchée par grosse bouchée, parce que psychologiquement, du coup, ça va plus vite en fait, donc que les autres fonctionnent plus petite bouchée par petite bouchée. Et moi, en plus de ça, je bois pas mal d'eau, je bois à peu près 3 petites bouteilles d'eau pour dissoudre au maximum la tartine, parce que c'est un pain qui est quand même grillé, bien grillé, donc ça fait un peu mal en bouche, ça attaque la gencive. L'année dernière, donc, le premier avait fini en 4 minutes et moi 5 minutes 58. Un record à battre pour être nommé champion du monde et soulever la coupe. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose désormais de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de ce jeudi 16 octobre. Et vous allez le voir, le ciel est une nouvelle fois bien dégagé en Vendée. Le côté température, il fera 8 degrés sur l'est du département et 9 degrés pour le littoral ce matin. Et puis jetons un rapide coup d'œil à la météo de cet après-midi. Vous allez le voir, pas de changement au niveau du ciel, le soleil brille de nouveau toute la journée en Vendée. Du côté des températures, le mercure affichera en moyenne 18 degrés dans les terres et jusqu'à 20 degrés pour l'ensemble du littoral. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi 16 octobre au label Destination d'Excellence. 8 sites patrimoniaux du département, dont près de la moitié dans le sud Vendée, ont reçu cette distinction. Alors quel est le rôle de ce label et quels sont les critères d'obtention? Les réponses dans ce plus de l'info.
Expansion en fait pilotait Qualité Tourisme sur le département. Qualité Tourisme va disparaître progressivement au profit du nouveau label Destination d'Excellence. Donc dès le départ, Vendée Expansion nous a accompagnés dans ce nouveau label, les piliers, les nouveautés, des fiches protocoles, enfin bref, ils nous ont vraiment appuyés jusqu'au pré-audit, à l'audit blanc, qui ensuite nous a permis de redéfinir un plan d'action jusqu'à l'audit final. Qualité Tourisme avant était vraiment basée avant tout sur la qualité de l'accueil et tout ce qui va autour de l'accueil. La destination d'excellence, évidemment, il y a un gros zoom sur l'accueil, mais un zoom très intéressant sur la communication autour de l'accessibilité. Et ça, je trouve que c'était un point fort. C'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément aux sites, aux structures d'être accessibles à 100%, mais de mettre en avant ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et donc là, de communiquer autour de ça. Et puis l'autre point qui est quand même assez important, c'est le pilier éco-responsable. C'est tout ce qui est suivi de la consommation d'électricité, consommation d'eau, végétalisation du site, essayer de végétaliser le site au maximum. Et puis, c'est vraiment les détails, les ampoules LED, les produits écolabels pour les produits d'entretien, utilisation de lavettes. C'est vraiment des choses assez précises quand même. On va jusqu'au papier, l'imprimante, Donc il faut vraiment tout quadriller et voir en fait ce qu'on peut améliorer et ce qu'on peut faire tout de suite et ce qu'on peut améliorer par exemple dans 1, 2 ou 3 ans. Parce qu'au prochain audit, dans 5 ans, il faudra faire encore mieux que ce qu'on a fait là cette année. Un client mystère qui est arrivé au mois de juillet. Donc il fait vraiment la visite du site comme un visiteur classique. Et à la fin, il revient à l'accueil et là, il nous dit, voilà, je suis l'auditeur Destination d'Excellence. Et donc là, on va se poser avec lui et on va repasser tous les critères un à un. Il va nous dire, par exemple, des choses qu'on peut améliorer ou des choses qui sont déjà bien en place et qu'il a appréciées sur le site. C'est un gage de qualité et puis aussi une promesse, la promesse d'un accroissement de l'attractivité. Puis c'est aussi la consécration, aussi, la récompense pour les équipes par rapport à leur travail. Un plus de l'info que vous retrouvez bien évidemment sur notre site tvvendée.fr. Il est désormais l'heure de passer à notre chronique du jour. Au programme de ce jeudi, place à la chronique Asso. Comme chaque jeudi, notre journaliste Jeanne Bell est partie à la rencontre d'une association pour la mettre en lumière et présenter ses missions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, on se retrouve au Bouquin Frappé pour découvrir l'association APF France Handicap. APF France Handicap est une association qui a été créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite, qui se sont dit il n'y a pas de raison que, même handicapés, nous n'arrivions pas à être des humains comme les autres. Il faut ramener la chose dans le contexte de 1933. Et donc, ils se sont réunis pour pouvoir s'entraider d'une part, et d'autre part, faire pour que les personnes en situation de handicap puissent sortir de l'isolement et petit à petit pouvoir aller à l'école, petit à petit être inclus dans la société. Sur la ville de La Roche-sur-Yon, on travaille souvent donc avec les mairies, les services techniques des mairies. Quand ils ont refait la place centrale du Bourg-sous-la-Roche, on a été partenaire des services. Nous sommes allés plusieurs fois faire des visites de terrain et que nous avons même pu discuter et faire modifier quelques situations au conducteur de travaux qui s'est rendu compte que finalement rien ne valait la discussion avec les personnes qui sont, elles, réellement confrontées à cette accessibilité, qu'elle soit tant accessibilité physique, mais l'accessibilité aussi, par exemple, pour les personnes non-voyantes. L'association comprend une centaine de bénévoles pour aider à la bouquinerie ou lors d'autres manifestations. La bouquinerie est
c'est à la fois une opération ressources, mais aussi une opération de lien. On a souhaité créer donc cette bouquinerie pour à la fois remettre le pied à l'étrier à des gens qui sont en reprise de travail, en recherche de travail, et aussi montrer que des personnes en situation de handicap peuvent avoir accès aux livres, parce que la bouquinerie, par définition, nous vendons des livres. Vous pouvez y trouver des livres à petit prix ou bien faire don de vos anciens livres en bon état. Nous avons des ateliers, que ce soit de jardinage, des ateliers jeux, des ateliers... Et donc cet argent sert aussi à financer tous ces ateliers de façon à ce que pour les personnes en situation de handicap, le coût soit moindre. Pendant les vacances de la Toussaint, des après-midi contes sont organisés par les bénévoles de la bouquinerie. Et c'est nous qui décidons du prix des livres. La fourchette, elle est entre 1 et 8 euros. Alors 8 euros sont vraiment des très beaux livres, des livres d'art ou un livre qui vient de sortir. Donc ça reste quand même extrêmement abordable. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens, ça leur permet de partir avec comme ça de livres. Et puis nous, tous les bénéfices sont donc pour l'APF. Ça sert à organiser des animations, des voyages, à acheter du matériel. C'est la fin de cette chronique association. Je vous laisse un lien vers le site d'APF France Handicap. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique. Et si votre association est à la recherche de bénévoles ou vient tout juste d'être créée, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur le WhatsApp de TV Vendée. Vous pouvez également nous contacter en envoyant un mail à l'adresse accueil@tvendée.fr. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Et aujourd'hui, nous nous posons la question des dons de spermatozoïdes. À quel âge peut-on donner et dans quelles conditions? Le docteur Jean-Maxime Girard, biologiste de la reproduction au Centre Procréalis de La Roche-sur-Yon, répond à ces questions. Pour donner ces spermatozoïdes, il faut aller dans un centre autorisé pour le don de spermatozoïdes. Généralement, il y a un centre par région. Donc pour la région des Pays de Loire, c'est le CHU de Nantes. Alors, j'ai pas de chiffre exact sur le don de spermatozoïdes, mais on a vraiment une augmentation de la demande, surtout depuis 2021, avec les nouvelles lois de bioéthique, avec l'ouverture aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc actuellement, les dons de spermatozoïdes sont gérés par le CHU de Nantes au niveau de la région. Donc il y a un délai d'attente régional. Pour un couple ou une femme seule, il y a 1 an de délai d'attente entre la consultation où on pose le diagnostic où il faut un don de spermatozoïdes et vraiment la première insémination avec don, la première fécondation in vitro avec don, il y a 1 an d'attente. Alors le profil des donneurs, il est assez varié. Donc pour donner ces spermatozoïdes, il faut être majeur, donc avoir entre 18 et moins de 45 ans. Il y a vraiment des profils très très variés de donneurs avec des motivations plus ou moins différentes en fonction des gens. Un pourquoi de la rédaction que vous retrouvez tous les jours sur notre site tvvendée.fr. C'est l'heure de votre extrait du jour. Et aujourd'hui, place au nouveau numéro de Vivez la Vendée, présenté par Louise Viager. Elle vous emmène à la découverte justement de ce centre Procréalis, centre de procréation médicale assistée, et évoque notamment cette question des donneurs de gamètes. Alors là, le laboratoire à Procréalis, on est organisé en 3 grands secteurs. Donc le secteur de la spermiologie. Donc la spermiologie, c'est l'étude des spermatozoïdes. Avant une prise en charge, on va faire, c'est vraiment le premier bilan pour un homme. On va regarder s'il y a des spermatozoïdes, leur mobilité, leur numération, leur morphologie. Et ça va permettre d'orienter les médecins dans la prise en charge des couples. Donc voilà, donc ici, c'est ici que ça se déroule. Vous avez combien d'hommes Alors là, nous actuellement, on fait à peu près 1800 spermogrammes par an, donc on en est à peu près à 7 par journée. Donc voilà, donc ça commence à être... Voilà. On est le seul centre de spermiologie en Vendée, donc c'est vrai qu'on draine toute la population vendéenne, donc on a quand même une grosse demande. Et puis on observe également depuis 1 ou 2 ans une augmentation du nombre de vasectomies. Donc les hommes viennent en fait ici pour contrôler leur spermogramme 3 mois après leur vasectomie pour être sûr qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 8 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, soit 4 places offertes à 2 d'entre vous cette semaine. Voici la question à laquelle il faut répondre. Qui est l'invité d'honneur de la 16e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon? Un 4e indice en ce jeudi. Avant d'être actrice, la personne que nous recherchons a été professeure d'anglais. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 12h30 avec le journal de la mi-journée. Je vous dis à très vite sur TV Vendée.